Le président américain Donald Trump a déclaré que Washington et Téhéran avaient eu, je cite, de très bonnes discussions au cours des dernières 24 heures, mais le cessez-le-feu actuel reste fragile. Selon le FMI, les pays de l'UE n'ont pas mis en place de mesures ciblées pour protéger les ménages et les entreprises en difficulté face à la flambée des prix de l'énergie. Le président américain Donald Trump a fait état de très bonnes discussions avec Téhéran ces dernières 24 heures. Ces déclarations qui suggèrent qu'un accord de paix pourrait être imminent marquent peut-être, même s'il faut rester prudent, un tournant diplomatique dans la crise qui dure depuis plus de 2 mois. Ce ton apaisé contraste radicalement avec ses récentes menaces où il promettait une reprise des bombardements si l'Iran refusait de négocier. Pour l'heure, Téhéran n'a pas encore officiellement réagi à cette nouvelle proposition. Un porte-parole de la diplomatie iranienne a précisé que le plan était en cours d'examen. La position définitive du pays sera prochainement transmise via le Pakistan. Now we're doing well. Now we have to get what we have to get. If we don't do that, we'll have to go a big step further. But with that being said, they want to make a deal. We've had very good talks over the last 24 hours. And it's very possible that we'll make a deal. Is there a deadline? Do you have a deadline when you expect to hear back? Never a deadline. It'll happen. It'll happen, but never a deadline. Bien que le cessez-le-feu entre les deux parties soit en vigueur, il reste fragile. Mercredi, l'armée américaine a tiré sur un pétrolier battant pavillon iranien dans le golfe d'Oman alors qu'il tentait de se diriger vers un port iranien. Pendant ce temps, des navires restent bloqués dans le golfe Persique, incapables de passer par le détroit d'Ormuz. Les capitales européennes n'ont pas su mettre en place des mesures ciblées pour protéger les ménages et les entreprises en difficulté contre la flambée des prix de l'énergie. C'est ce qu'a déclaré Helge Berger, directeur adjoint du Fonds monétaire international au cours de notre émission matinale Europe Today. Il a exhorté les États membres à se concentrer sur des solutions concrètes pour les plus vulnérables. Governments are trying. It's usually a mix of good and bad policies, but most governments have in some way or the other tampered with the energy prices, which is not the way it should be going. So as time passes, if the situation continues, we need to be more targeted. Selon le FMI, les prix du pétrole ont bondi d'environ 70%, tandis que les prix du gaz en Europe restent environ 45% supérieurs au niveau d'avant-guerre. Bien que moins sévères que le choc de 2022 qui a suivi la guerre en Ukraine, ces hausses devraient tout de même peser lourdement sur la croissance et on ne sait pour l'heure si la guerre en Iran se terminera rapidement ou pas. Dans le contexte du choc énergétique actuel, le FMI a noté que 33% des subventions à l'électricité, si elles ne sont pas ciblées, pourraient profiter aux 20% les plus riches de la population, contre 11% pour les plus pauvres. Cet écart est encore plus marqué en ce qui concerne les subventions aux carburants de transport, dont le FMI a estimé qu'elles pourraient profiter à 34% des ménages les plus riches, plutôt qu'à 9% des plus pauvres, si les mesures ne sont pas ciblées. Le porte-avions Charles de Gaulle a franchi mercredi le canal de Suez en route vers la région du Golfe. Ce repositionnement s'inscrit dans le cadre de l'initiative de la France et du Royaume-Uni visant à sécuriser le détroit d'Ormuz en cas d'accord entre les États-Unis et l'Iran. Paris appelle Washington et Téhéran à traiter la question du détroit d'Ormuz à part, la qualifiant d'intérêt commun. Mercredi soir, le président français Emmanuel Macron a annoncé s'être entretenu avec son homologue iranien Massoud Pezeshkian pour condamner les dernières attaques contre les Émirats arabes unis et contre plusieurs navires. L'un d'entre eux, appartenant à la compagnie française CMA-CGM, a été frappé mardi alors qu'il tentait de traverser le détroit d'Ormuz. Plusieurs marins ont été blessés puis évacués. La compagnie dit avoir demandé sa protection à la marine américaine dans le cadre de l'opération Project Freedom, qui a rapidement été stoppée par Donald Trump. Les Nations Unies exhortent Israël à libérer immédiatement les 2 militants pro-palestiniens de la flottille Global Soumoud, arrêtés jeudi dernier avec plus de 170 autres activistes dans les eaux internationales au large des côtes grecques. Si l'ensemble des membres interpellés ont été débarqués en Grèce, ces 2 militants, l'un suédo-espagnol d'origine palestinienne et l'autre brésilien, ont été retenus par les autorités israéliennes qui ont déclaré les soupçonnés de lien avec le Hamas.
Détenus dans une prison d'Ashkelon, ceux-ci ont entamé une grève de la faim depuis 6 jours et seraient exposés à de mauvais traitements et des abus psychologiques, selon l'ONG israélienne Adala, qui défend les droits des Palestiniens en Israël. Le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme a appelé à l'ouverture d'une enquête. Par ailleurs, la flottille Global Sumud a annoncé que la mère du militant brésilien est décédée durant sa détention. Parti mi-avril, le convoi constituait la 5e tentative de l'organisation humanitaire visant à briser le blocus israélien à Gaza. Toutes se sont conclues par une interception par Israël. À l'heure où les tensions géopolitiques s'intensifient, l'Europe est poussée à renforcer sa défense et son autonomie stratégique. Interrogé par Euronews lors du salon d'EFEA à Athènes, Andrius Kubilius, le commissaire à la défense et à l'espace, a détaillé les grandes priorités de l'Union pour faire face aux nouveaux défis sécuritaires. Definitely, we are living through quite big challenges, what we can call 360 degrees. There are big challenges in the Mediterranean region because of the war in Iran and also, destabilization of Middle East. Of course, there are challenges and threats in the East because of Russian war against Ukraine. And there are challenges that Americans are announcing very clearly in their strategies that they will diminish their presence on the European continent and they want Europe to take primary responsibility for conventional defense. In such, environment, definitely we need to speed up with our defense readiness. We're doing a lot. Greece is showing good examples. Andrius Kubilius a alerté sur le retard industriel de l'Europe face à la Russie en matière de production de défense. That is one of those, worrying evidences because Russia still is outproducing us and quite heavily in different areas. And that is why we need to ramp up our production. We need to learn a lot from Ukraine, how to produce not only what is called haute couture production, very, technologically very much advanced, but also very expensive and difficult to scale up. We need to move from haute couture to good enough production. Pour lui, le modèle de défense européen doit rapidement changer afin de répondre aux nouvelles menaces. Η διεθνής γεωπολιτική εικόνα παραμένει εξαιρετικά ρευστή, με εντάσεις και συγκρούσεις να επανακαθορίζουν τις πολιτικές ισορροπίες στην Ευρώπη. Σε αυτό το δύσκολο περιβάλλον, η αμυντική ετοιμότητα δεν αποτελεί πλέον επιλογή για τα κράτη-μέλη, αλλά αναγκαιότητα, τόνισαν οι περισσότεροι ομιλητές στην έκθεση DEFEA. Από την Αθήνα για το Euronews, Φέη Δουλγέρη. Volodymyr Zelensky a annoncé ce mercredi la restitution par Budapest des millions d'euros et de dollars et des kilos d'or confisqués lors de l'arrestation de 7 employés d'une banque ukrainienne accusés de blanchiment d'argent. La saisie date de mars dernier. La police hongroise avait alors intercepté un convoi de transporteurs de fonds près de Budapest avec à leur bord des milliers de billets de banque et 9 kilos d'or. Les autorités ont alors ouvert une enquête, soupçonnant que ces fonds pouvaient être liés à des activités illégales. Le Premier ministre hongrois sortant, Viktor Orban, avait alors ordonné au gouvernement de conserver l'argent et l'or pendant une période pouvant aller jusqu'à 60 jours. Cependant, les avocats représentant la banque ukrainienne et ses employés affirment que les véhicules immobilisés effectuaient un transfert de routine de l'Autriche vers l'Ukraine. L'arrestation des employés, suivie de leur expulsion, a provoqué une nouvelle escalade dans les tensions déjà très marquées entre Budapest et Kiev. Le ministre ukrainien des Affaires étrangères a accusé la Hongrie d'enlèvement et de terrorisme d'État. En clôturant cet incident diplomatique, le président ukrainien a affirmé qu'un chapitre nouveau et important s'annonçait entre les deux pays. 3 passagers suspectés d'avoir contracté l'hantavirus à bord du navire de croisière MV Ondius sont en cours d'évacuation vers les Pays-Bas. Le navire, qui a quitté ce mercredi sa zone de mouillage au large du Cap-Vert avec tous les passagers restants, devrait quant à lui arriver samedi au port de Granadilla, sur l'île de Tenerife. Una vez ha concluido la evacuación de todas las personas sintomáticas en Cabo Verde, el barco va a continuar rumbo a Canarias, donde espera arribar en el plazo de 3 días al puerto secundario de Granadilla de Abona. La ministre espagnole de la Santé a précisé qu'une fois en Espagne, tous les ressortissants étrangers seraient évacués vers leur pays d'origine. Le directeur de l'Organisation mondiale de la santé, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a lui déclaré que le risque global pour la santé publique restait faible et que ce foyer n'était pas comparable à la pandémie de Covid-19.
Jusqu'ici, l'OMS a recensé 8 cas à bord du navire, dont 3 décès. Un patient se trouve dans un état critique et 3 autres présentent des symptômes légers. Cette maladie rare se transmet généralement par des rongeurs infectés, le plus souvent par l'urine, les excréments et la salive. Les premiers symptômes vont de la fièvre et de troubles gastro-intestinaux à des pneumonies, des syndromes de détresse respiratoire aiguë et des états de choc. Les passagers du MV Ondius ont commencé à tomber malades il y a un mois. Une Néerlandaise est décédée en Afrique du Sud le 26 avril après avoir quitté le bateau de croisière et pris un vol commercial à la suite du décès de son mari. Les autorités tentent désormais de retrouver les personnes qui se trouvaient à bord de ce vol. Le Portugal a atteint ce jeudi le jour dit du dépassement, le pays ayant déjà épuisé les ressources naturelles dont il dispose pour 2026. Cela signifie que l'humanité aurait besoin de 3 planètes pour subvenir à ses besoins, si tous les êtres humains vivaient comme un Portugais moyen. Selon les experts, ce déséquilibre environnemental est lié au modèle européen de production et de consommation, l'alimentation et les transports étant les principaux responsables. Ce résultat place le Portugal autour de la moyenne des États membres de l'UE, qui ont collectivement atteint leur jour du dépassement dimanche dernier. Le premier pays de l'Union à avoir épuisé ses ressources disponibles a été le Luxembourg le 17 février, tandis que le dernier devrait être la Hongrie le 24 juin. Quant à la France, elle a déjà atteint le jour du dépassement le 24 avril. À l'échelle mondiale, le pays qui a épuisé ses ressources le plus rapidement en 2026 est le Qatar, le 4 février. Et on estime que le dernier sera le Honduras le 27 novembre.